samedi 23 octobre 2021, la librairie Ombre Blanche recevait François de Bernard, philosophe et essayiste, à l'occasion de la publication aux éditions Héloïse d'Ormesson de son livre Le Miroir de Venise. Bonne écoute. Je voulais juste remercier François de Bernard d'avoir accepté cette invitation à la librairie Ombre Blanche autour de ce merveilleux livre, Le Miroir de Venise. Et nous avons trouvé avec Christian Thorel que la personne qui serait le plus apte à l'accompagner autour de ce livre, c'est Michel Tesser, écrivaine aussi, passionnée de Venise, peintre. Et je la remercie amplement d'avoir accepté d'accompagner donc François de Bernard. Voilà. Je vous remercie à tous d'être venus. Il fait très beau. Et donc, merci d'être ici pour cette rencontre. Je vous laisse la parole, messieurs, dames. Merci. C'est bon ? Merci. Eh bien, merci. Je suis très touchée par la demande donc, de l'invitation, plus exactement, d'Ombre Blanche, de Christian Thorel et Hélène, donc de venir présenter ce livre que je ne connaissais pas, qui venait juste de paraître et dont je me suis empressée de le lire. Et je peux déjà vous dire que ça a été un coup de cœur et j'espère pouvoir, parvenir du moins, à vous faire partager l'enthousiasme que j'ai eu et que je continue d'avoir à l'égard de ce roman. Alors, que dire de François de Bernard, sinon qu'il est connu en tant qu'essayiste, essentiellement. En particulier pour des titres tels que, alors peut-être vous pouvez les citer. J'ai le dictionnaire critique de la mondialisation, l'emblème des... Ah oui, pardon. Le dictionnaire critique de la mondialisation au titre du GERM, qui est un groupe de recherche internationale sur les mondialisations. Auparavant, j'avais publié le gouvernement de la pauvreté et la pauvreté durable au Félin, l'emblème démocratique chez Mille et une nuits. Et puis plus récemment, j'ai écrit trois livres un peu en série sur l'homme post-numérique, la fabrique du terrorisme, vous voyez, des sujets très gais. Et pour en finir avec la civilisation avec entre guillemets. Et j'oublie, c'est un texte déjà ancien, de 97, La cité du chômage. Voilà, donc j'ai un peu balisé des questions qui sont particulièrement joyeuse. Voilà, et donc, surprise, voilà que l'auteur nous propose aujourd'hui un miroir de Venise. Alors, lorsque l'on voit la couverture, que vous avez sûrement vu en entrant, le miroir de Venise, le tableau, la reproduction d'une peinture du XVIe qui l'accompagne, qui l'illustre, évidemment, on se sent un petit peu déstabilisé, désorienté. On dit, mais tiens, que vient faire à Venise, que vient faire... un miroir, donc on imagine tout de suite un monde un peu festif, le monde des reflets, le monde du libertinage, qui fait partie un petit peu, tout ça fait partie des clichés que l'on a sur Venise, que l'on associe volontiers au XVIIIe siècle. Et puis, on ouvre ce livre, et pour moi, ce livre est une grenade dégoupillée. Voilà, lorsqu'on l'a entre ses mains, parce que ce n'est pas du tout ce à quoi on s'attendait. Alors, je serais tentée de vous demander pourquoi un roman, brusquement, et pourquoi Venise ? Alors, Venise, c'est une vieille passion, une passion de 40 ans, que j'ai connue grâce à des amis de l'intérieur et dans laquelle je me suis perdu. Et puis, dans la période plus récente, depuis une dizaine d'années, je me suis beaucoup intéressé à l'histoire de l'art. Et il se trouve qu'à Venise, pas simplement l'histoire de l'art vénitien,
Mais à Venise, il y a des bibliothèques d'histoire de l'art absolument extraordinaires, comme celle de la Fondation Cini sur l'île San Giorgio Maggiore, qui est probablement, à mon sens, la plus belle bibliothèque d'histoire de l'art au monde, art, architecture, etc. Et donc, s'est imposé à moi assez rapidement l'envie d'aller au-delà de la question d'histoire de l'art et de peut-être mettre en scène une autre Venise au travers d'une période qui m'intéresse particulièrement, qui est le XVIe siècle. On en reparlera, je ne veux pas déflorer tout de suite. Au travers de la rivalité des ateliers. Et comme j'étais plongé dans cet élément-là, j'ai élaboré à travers le regard d'un tableau en particulier, qui en dit long à mon avis sur cette période, une trame dont vous jugerez. Alors effectivement, un des paradoxes de ce roman, et non des moindres, c'est qu'il s'agit d'un tableau. Or, le titre, c'est Le miroir de Venise. Donc là, est-ce qu'il y a un petit... Déjà, on désoriente un petit peu le lecteur. Hein. Je vous dis, c'est un roman qui vous piège un petit peu, mais qui vous piège dans le bon sens du terme, puisqu'on a de cesse que de découvrir le chapitre suivant. Voilà, donc ce tableau, un miroir. Alors, le tableau ne représente pas un miroir, et ce titre, Miroir de Venise, est plutôt un titre décalé, un peu comme, on pourrait dire, comme les titres de certaines œuvres de Magritte, hein, qui recherchent le décalage. Donc cette question du miroir, j'invite le lecteur à s'en faire une idée lui-même, mais ça ne traite pas spécifiquement d'un miroir, ni même de la tradition très importante à Venise et à Murano en particulier, de fabrication de miroirs exceptionnels, puisque c'était le lieu d'invention et de fabrication de miroirs qui ont essaimé à travers toute l'Europe et le monde. Non, c'est plus effectivement une invitation à mettre en perspective cette histoire et à se tenir à distance et à rentrer par cette porte du miroir. Voilà. Comme dirait Lewis Carroll, through the looking glass, à travers le miroir. Passer le miroir, passer au travers. Et donc le passage au travers de ce miroir va se faire de façon finalement assez brutale. D'emblée, hein, il y a une violence. Alors, encore une fois, on casse ce code, on pourrait dire ce code vénitien, ce cliché de Venise, les reflets, la beauté, le plaisir, etc. On est dans quelque chose de très, très âpre. Et on se trouve dans un lieu qui est sombre au départ, un petit peu, qui est malodorant. D'ailleurs, j'ai remarqué que le sens de l'olfaction est très, très développé. Je dirais même que c'est, paradoxalement, encore une fois, c'est peut-être l'approche première de ce livre, peut-être pas l'approche, mais l'olfaction, les odeurs, la plupart du temps nauséabondes d'ailleurs, sont au premier plan. Voilà. Alors, quel est ce lieu dans lequel vous nous plongez ? Ce lieu, c'est ce qu'on appelait une boutique, hein, une bottega, une boutique, c'est-à-dire un atelier d'artistes et singulièrement un atelier de peintres qui fait atelier à partir du moment où il est suffisamment connu parce qu'il peut recruter des allievi, des élèves, et il répond à des commandes publiques, princières, des commandes ducales, à des commandes internationales. Et donc c'est un atelier, c'est une fabrique, c'est une ruche, mais c'est une ruche effectivement assez bordélique, assez malodorante, dans laquelle ce qui compte c'est le mouvement. Et c'est pas du tout la vision idyllique de la Venise 18e, on va dire, celle des loisirs, celle de la musique douce, celle du bal. C'est plutôt une vision âpre du travail. Et là, le travail en question, c'est un travail d'enfantement, mais d'enfantement assez particulier,
celui d'une œuvre. Alors, oui, effectivement, ça commence par une scène d'enfantement et même de conception également, pratiquement dans le même temps. C'est concomitant et donc avec un personnage qui est vraiment au centre, qui est le géniteur, on peut dire. Et qui est-il, ce personnage Alors, le géniteur, c'est celui qui est passé à la postérité sous son surnom de petit teinturier. Tintoretto, de son nom Jacopo Robusti. Robusti, c'était déjà probablement un surnom, puisque ça voulait dire les forts, parce que le père du Tintoret s'était illustré dans une bataille qui avait permis à Venise de conserver son indépendance. Donc, c'est de surnom en surnom. Lui, on l'a appelé le petit teinturier, parce que c'était à la fois le fils du teinturier, le père Robusti, et il était aussi petit également, et très, très remuant, ce qui fait qu'on l'a appelé aussi de toutes sortes d'autres surnoms, le grain de poivre, le cumin, voilà, oui, le pois-sauteur, enfin, voilà. toutes sortes de... Ouais. Il est passé parmi ses contemporains comme sous ces différents emblèmes assez réducteurs et qui n'étaient pas toujours forcément marqués de sympathie, parce qu'il était très critiqué pour sa vélocité, son emportement, ses méthodes qui n'étaient pas du tout orthodoxes, etc., etc. Oui, je crois qu'il y a un épisode d'ailleurs au début de sa carrière où il met carrément le pied dans la porte pour imposer une de ses peintures. C'est un concours, je crois, qui est ouvert pour la Scuola di San Rocco. Et alors que tout le monde présente une esquisse, lui présente l'œuvre terminée, l'œuvre achevée. Et ce trait de caractère, on va le retrouver partout dans le roman, enfin, du moins tout ce qui concerne ce personnage. Alors, si vous le voulez bien, moi, je vous lirai un petit extrait, justement, qui a trait à ce... Ensuite, je ne veux pas dévoiler le roman, mais pour vous donner un petit peu le ton et le croquis que fait l'auteur de ce Tintoret. Vous verrez, c'est à la fois drôle, âpre, violent et très drôle en même temps. Voilà, submergé de tics nerveux et ne cessant de parler, ou plutôt de marmonner, il était possédé par la manie de... mais qui était donc ce maître Jacopo, qui joua un rôle aussi important dans ma venue au monde, donc c'est le narrateur qui raconte à la première personne, puis dans ma longue carrière. En vérité, mon géniteur était un petit homme assez disgracieux, à la peau sombre et constellée de taches, le cheveu hirsute et mal coiffé, le visage peu amène, sectionné par une narine puissante et où luisaient comme des lampions d'énormes yeux noirs, toujours grands ouverts. Là, je pense que vous faites allusion à l'autoportrait de Tintoret, qui est... Submergé de tics nerveux et ne cessant de parler, ou plutôt de marmonner, il était possédé par la manie de sautiller autour de ses élèves qui en prenaient vite le tournis. Le grain de poivre était l'un de ses surnoms et celui-là, il ne l'avait pas volé, tant son excitation coutumière procurait presque infailliblement une allergie, voire d'autres démangeaisons à ses clients et affiliés. Mais on l'affubla aussitôt de notre sobriquet, plus fameux encore, avec lequel il est passé à la postérité, le petit teinturier. Alors, le petit teinturier, François de Bernard vous a expliqué un petit peu, mais j'imagine que si vous aimez Venise, vous connaissez ce surnom donné au Tintoret. Alors certes, il y a l'origine de ce mot, mais surtout, c'est un hommage aussi à son talent de coloriste, puisque est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du colorito vénitien qui est... Le colorito qu'on ne traduit pas parce que c'est pas simplement le coloris. Ce serait par défaut on traduit par coloris en général. Mais
C'est la prépondérance dans la peinture vénitienne de cette période, et singulièrement autour du Tintoret, mais c'est valable aussi pour Titien, c'est valable pour Véronèse, c'est valable pour les Bassano. C'est la prépondérance de la couleur sur, on va dire, sur le dessin et sur l'œuvre conçue, organisée, etc. Et ça, c'est assez radicalement nouveau. Et ça naît vraiment dans ce 16e, parce que, chez Carpaccio, quelques décennies plus tôt, ça n'est pas vrai. Je veux dire, le dessin est quand même le primat, et la couleur vient ensuite. Mais avec Tintoret en particulier, et ça vient certainement de sa formation paternelle au métier de la teinture. D'ailleurs, il met de la teinture partout, y compris dans ses tableaux. Il affiche des tentures, ce qui était assez mal vu, ou il affiche des banderoles, enfin, beaucoup de tissus qui sont des tissus teints, et pas seulement. Et puis, il use aussi beaucoup des habits singulièrement colorés, et là, il y a une prépondérance de la couleur sur le dessin. Alors, cette âpreté déjà dans la conception, puisque vraiment c'est assez effrayant, mais je vous laisse vraiment le plaisir de la découverte. Voilà, il faut le lire. Donc, dans cette âpreté, finalement, l'âpreté de la conception va de pair avec l'âpreté des rivalités à Venise à cette époque-là. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce climat, de Venise, qui est tout sauf une cité radieuse, finalement, et déjà sur le plan de l'art. Enfin, elle l'est sur le plan de l'excellence de l'art, mais pour le reste... Il y a une concentration dans un espace qui est quand même très contraint et très limité. C'est pas grand, Venise, hein. Ça n'a jamais été grand. Et dans cet espace-là, il y a une émergence de talents à travers des ateliers. Et cette singularité de la peinture vénitienne qui vient après, on va dire, l'apogée de la peinture flamande, et ce regard de toute l'Europe vers Venise entraîne un flux de commandes qui sont bien étrangères à la cité elle-même, qui viennent de très loin, de toutes les autres principautés italiennes, qui viennent de France, qui viennent d'Espagne, qui viennent du Saint-Empire germanique, qui viennent même des Flandres, qui fait que cet appétit de commandes, et avec les enjeux monétaires à la clé, entraîne des rivalités qui sont parfois quasiment mortelles, hein. C'est-à-dire que les artistes sont à couteau tiré pour obtenir soit une commande d'église, soit une commande politique, administrative, princière, etc. Et c'est vrai que c'est un monde âpre, tout à fait, qui est bien loin de l'idée, on va dire, lénifiante d'une société pacifiée, agréable, dans laquelle finalement on pourrait imaginer après tout que Véronèse tend la main à Tintoret et que Tintoret s'entend bien avec le Titien. Ben non, pas du tout. Ils sont à couteau tiré à peu près en permanence. Le Titien d'ailleurs qui est surnommé le Cador. Oui, mais voilà, il y a un jeu de mots. Oui, c'est un jeu de mots. En fait, il vient de Pieve di Cadore. Et il était surnommé en son temps le Cadorino, d'ailleurs, parce qu'il venait de cette région-là. Et lui, c'est un noble, il est d'origine noble dans sa terre, qui n'est pas Venise, justement. La différence entre le Tintoret et la plupart de ses compétiteurs, c'est que le Tintoret, il est vraiment né à Venise. Il est né dans la lagune, il est né dans l'eau, il a les pieds dans l'eau. Alors que les autres sont beaucoup venus de l'extérieur, comme les Bassano, comme celui qu'on appelle Véronèse, qui s'appelle Paolo Cagliari, il vient de Vérone, etc. Et Bonifacio, qui est probablement le premier maître du Tintoret, assez brièvement. Bonifacio d'Epitati vient aussi de Vérone. Enfin, la plupart viennent de l'extérieur. Alors, justement, ce surnom de Cador, j'imagine que c'est une invention, hein, voilà, disons
Une extension. Une extension. Voilà. Et tout ça m'amène à, puisque malgré tout, l'essentiel d'un roman, d'un texte, en général, c'est sa langue. Alors, le personnage, donc ce fameux personnage qui est, on l'a bien compris, c'est un tableau qui va être au centre d'aventures picaresques. Il faut bien le dire, on est en plein roman picaresque. Tout ça va être dit dans une langue qui n'appartient qu'à vous, qui est une langue, on parle beaucoup aujourd'hui de métissage, de langue métissée, c'est une espèce de métissage entre la langue de Venise au XVIe siècle, et ça peut-être vous pourrez en parler un petit peu, notamment quelque chose qui était utilisé dans le théâtre vénitien à l'époque, qui s'appelait le burlesco, et qui était un mélange de dialectes, de mots appartenant à des langues diverses, puisque Venise était vraiment, c'était une cosmopole, voilà. Donc il y a cette langue qui est vraiment une invention, votre invention, puisqu'elle est à la fois, je trouve que c'est ce qui est magistral dans cette écriture-là, c'est qu'elle est à la fois inscrite dans le XVIe siècle, dans sa structure, et en même temps avec des audaces totalement contemporaines, puisqu'on retrouve des mots appartenant au vocabulaire du XXe et du XXIe siècle, et tout ça se mêle dans une espèce d'écriture musicale qui rappelle les tourbillons de la musique aussi du XVIe siècle, de la musique pré-baroque, on pourrait dire, encore c'est pas du baroque. Alors ça, je ne l'ai pas, on va dire, voulu au sens d'un projet de langue, mais ça s'est imposé à moi à partir du moment où on a affaire à un narrateur qui maîtrise bien sûr la langue de son temps, mais qui fait appel qui a également d'autres perspectives, puisqu'il a des capacités qui sont surhumaines d'une certaine manière. Et donc, le résultat, il est celui que vous indiquez. Sans doute, effectivement, une musicalité, mais que je n'ai pas recherchée et qui est peut-être inscrite dans la faconde même du narrateur. Oui, qui s'est imposé, je pense. Qui s'est imposé, absolument. Voilà, peut-être également le fait, la consultation, la fréquentation de tout ce matériau peut-être littéraire du temps, oui. Puisque je pense que c'est ce qui a présidé votre roman. Je pense que ça a dû maturer et finalement devenir une seconde nature de langage, peut-être. Oui, le fait de regarder ce qui se disait à l'époque, de s'immerger un peu dans la langue de l'époque, a amené à faire surgir cela. Puis je crois aussi il faut rendre à Rabelais et à Montaigne ce qu'il aurait dû, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement de la langue vénitienne, c'est aussi de la langue du XVIe internationale, si j'ose dire, française et composite. Alors, dans ce 16e, pourquoi avez-vous choisi le 16e ? Je pense qu'il se passait des choses. Précisément, le 16e et pas le 18e, par exemple, qui est quand même très riche avec Casanova, Rosa et tous les autres, Tiepolo, etc. Parce que le 16e me paraît intéressant au moins de deux points de vue. D'abord, par le fait qu'à ce moment-là, Venise acquiert une importance inversement proportionnelle à sa taille sur la scène mondiale, et elle le fait curieusement, non pas par les arts, mais par la politique, comme elle l'a fait pendant les siècles précédents, parce que c'était une puissance maritime, c'était une puissance, etc. Bon, c'était une puissance politique, maritime, guerrière, mais elle le fait à travers les arts, et les arts deviennent un instrument diplomatique. Donc ça m'a effectivement beaucoup passionné. Et le deuxième aspect, on l'a déjà un petit peu évoqué, c'est l'aspect labeur intensif, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est une
c'est en permanence une espèce de fourmilière de création, tous azimuts, dans tous les domaines artistiques, l'architecture, Palladio, le verre à Murano, etc. Enfin, c'est quand même, là encore, sur un tout petit territoire, parce que vous faites la somme des mètres carrés, c'est tout petit. C'est exceptionnel, et c'est exceptionnel parce que tout ce savoir et toute cette production vont s'exporter à l'échelle internationale. Donc ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est cet aspect-là. Voilà, le travail, l'obsession du travail et l'obsession d'arriver à accomplir l'œuvre, quoi qu'il en coûte, loin de toute idée on va dire, de otium, hein, le loisir, la douceur. Alors c'est un monde qui n'a rien à voir avec cela, hein. C'est vraiment le monde du labeur, et du labeur intense, saignant, avec la sueur, et donc effectivement le côté olfactif ressort de manière manifeste. C'est une société qui sue beaucoup pour accomplir ses œuvres et pour les diffuser, pour les produire et les diffuser. Oui, alors effectivement, nous partageons, je crois, le même attrait pour Venise. Et effectivement, Venise passe trop souvent pour une ville d'otium, justement, de loisirs, alors que actuellement aussi, ça reste dans l'esprit vénitien, ce sont des gens extrêmement industrieux. Oui, voilà, pas laborieux, mais industrieux. Et ça, je crois qu'il y a... Typique du Vénitien. Voilà, hein, ça nous sommes d'accord, typique du Vénitien. Et là, au XVIe siècle, évidemment, on est dans une espèce de petit miracle, hein, vénitien, où on a une concentration de beaux esprits aussi, oui, d'esprits éclairés. Il n'y a pas que le travail, hein, que cette besogne, hein, perpétuelle, il y a aussi des grands esprits. On dirait c'est un petit peu l'esprit des Lumières qui souffle sur Venise à ce moment-là. Oui, avec l'Arétin, le poète, ami du Titien et compagnon du Titien, qui va d'ailleurs beaucoup critiquer les premières créations du Tintoret, qu'il trouve trop brouillonnes et trop... pas orthodoxe, quoi, bon, etc. Avec Pietro Bembo, et avec aussi, je ne l'ai pas mentionné jusqu'à présent, mais une certaine, non pas l'invention de l'imprimerie, ça c'est Gutenberg, mais l'invention du livre avec la tradition aldine, avec Aldo Manuzio et sa famille. Ça, c'est tout au long, dès le début du XVIe siècle, que sont conçus les plus beaux livres qui aient jamais été imaginés. Et donc tout ça, effectivement, c'est un mouvement perpétuel qui attire des artistes étrangers et qui les forme, ensuite qui les propulse de nouveau à l'étranger. Enfin, ils viennent en résidence. C'est ce mouvement perpétuel qui est passionnant et qui justifie, voilà, ma passion pour le 16e vénitien. Alors dans ce monde vénitien, donc du 16e, ce monde un petit peu des Lumières, hein, j'ose l'anachronisme, effectivement, c'est un monde masculin essentiellement, et pourtant les femmes y ont leur place. Et Dieu sait si elles sont maltraitées, hein, dans ce monde machiste, finalement. C'était avant tout là. Mais pourtant, il y a des érudites et un de vos personnages d'ailleurs, une héroïne qui s'appelle Nicoletta, qui est la petite nièce du peintre Giorgione, justement, est l'exemple même de ces femmes érudites, comme il y en a eu à Venise, hein, qui étaient peintres, qui tenaient salon. Voilà. Mais ce personnage est également une espèce d'aventurière, qui également, que vous surnommez Barbarella, ça lui va très bien. Voilà, donc vraiment, c'est encore une fois, ce roman mêle et de façon très, très judicieuse et très juste, différentes strates temporelles. Alors, excusez-moi. Sur Barbarella, juste un petit commentaire. C'est un clin d'œil, mais en fait, à prendre à la lettre, puisque c'est la petite nièce de Giorgione,
Alors, Giorgione, de son nom de famille, s'appelle Giorgio Barbarelli. Et donc, il n'est pas impensable que sa petite nièce s'appelle Barbarella de son patronyme, et non pas de son prénom, qui est Nicoletta. Voilà, oui. Mais je pense que c'est pas tout à fait innocent. Non, c'est pas innocent. Voilà. Bon. Pas complètement. Non. Alors voilà juste une autre petite citation qui a trait à cet univers-là. Or, Bembo, phare de l'humanisme européen, avait cru bon de souligner les qualités exceptionnelles d'érudition et de dialectique démontrées par la signorina Barbarella, donc Nicoletta, dans les sciences logiques, esthétiques et métaphysiques, ce qui en boucha un coin aux trois inquisiteurs du secrétariat. Quant à la seconde lettre, elle émanait d'un personnage non moins prodigieux, le sublime dramaturge et poète Pietro Aretino, dit l'Arétin, encore en vie celui-là, ce qui autorisait, le cas échéant, à demander confirmation de ses assertions auprès de son secrétaire et qui avait signé en faveur de la damoiselle Barbarella une attestation tout aussi élogieuse établie récemment sur ses compétences en matière de rime et de versification. Alors là, je dois dire que c'est vraiment un des exemples de ces phrases tournoyantes qui sont tout à fait dans l'esprit de l'époque et qui sont en même temps, qui ont une dimension humoristique. Hein. C'est le regard aussi de ce tableau qui parle finalement sur son temps. Et peut-être pas uniquement sur son temps, puisque finalement, ce miroir, ce tableau miroir, dès le début, il précise, voilà, de façon un petit peu... Voilà, dès le début, on devrait être fixé, puisque j'ai 465 ans, 9 mois, 3 semaines, 6 heures. Voilà, donc c'est le narrateur qui d'emblée précise son âge, et donc cet aveu initial devrait nous troubler. Si bien que ce personnage, ça donne à ce personnage la capacité à la fois d'avoir un regard acéré sur son temps, mais sur les temps à venir, bien, on n'en parle pas, mais sur l'humanité en général. Et son regard sur l'humanité n'est pas très bienveillant, on peut dire. Non, mais on peut considérer que c'est une certaine forme d'objectivité du lieu où il observe les choses. D'abord, il les observe effectivement avec une longue vue, puisqu'il a eu l'occasion de se confronter à toutes sortes de représentants de l'espèce humaine. Et puis, il contemple essentiellement, on va dire, la mauvaise part de l'humanité, qui est la rivalité, la médisance, toutes sortes de mauvaises manières et qui vont jusqu'au crime, hein, et également au complot. Et donc, c'est à partir de cette longue vue qu'il peut-être effectivement nous parle aussi d'aujourd'hui. Alors, effectivement, donc il y a un autre passage. En vérité, pour les avoir attentivement observés sous toutes les coutures, il parle des humains, je puis certifier que ces putois d'hommes, pareil, hein, l'odeur qui finalement est un révélateur de l'intériorité, hein, de leur état moral et philosophique peut-être. Ces putois d'hommes demeurent insensibles aux souffrances sans limite qu'ils infligent. Ils engrossent, procréent, projettent leurs foutres, leurs humeurs et leurs coups de crayon, de scalpel, de burin, partout et sans vergogne, sans que rien, pas un instant, ne semble troubler cette activité compulsive de reproduction aussi obstinée que grotesque. Ils créent, s'imagine-t-il, et s'en glorifient, la gorge chaude, sans que jamais la souffrance qu'ils sèment par toute la création sur leur infernale
sentiers, celles qu'ils infligent à leurs femmes, aux arbres, à la flore, à la faune, aux animaux domestiques comme à leurs objets familiers, entre guillemets, et plus encore à toutes les créatures supérieures qui hantent leur triste vie et leur détestable maison, mais qu'ils ignorent avec constance parce que leur ignorance est crasse et phénoménale, sans que jamais un doute vertigineux ne les saisisse, que cette création leur est suggérée, instillée, transfusée par ceux qui les jouent et se jouent d'eux. Alors, qui sont ces gens qui se jouent d'eux ? C'est ce qu'on appelle des objets. Hein. C'est des meubles, des arbres, qu'on s'obstine à dépersonnaliser, alors que peut-être également les animaux, bien entendu, les animaux non humains. On peut considérer que l'homme est un animal un peu singulier. Et donc il y a une espèce de dénégation permanente sur laquelle effectivement le narrateur s'interroge. Comment cette espèce humaine peut-elle persister à ne pas entendre les messages qui lui sont adressés en dehors de l'humanité? Oui, donc c'est un questionnement à travers, donc encore une fois, ce qui est un roman d'aventure picaresque, plein de surprises, de rebondissements. On ne s'ennuie pas une minute, et en même temps, on a un miroir du monde. On a une réflexion sur le monde et sur ce. Finalement, on a placé pendant très longtemps l'homme, l'humain, au centre de la création, entre guillemets. Puis voilà que le regard de ce tableau, de ce miroir, va chambouler tout ça et nous conduire à ce type de questionnement, finalement. Oui, ce qu'on appelle l'anthropocentrisme est battu en brèche à tous les instants. Mais bon, ça, vous en jugerez sur pièce. Centre et décentré. Voilà, et donc singulièrement, les femmes sont un petit peu épargnées. Voilà. Alors j'ai cité un premier personnage, mais je pense qu'il y en a un autre également qui apparaît au début, qui est un personnage modeste qu'on va rencontrer 2 fois, peut-être, qui appartient à l'atelier. Oui, dans l'atelier, il y a une collaboratrice de l'atelier qui a un rôle essentiel, puisqu'elle s'occupe des couleurs, les pigments, les couleurs, les associations de couleurs, etc. C'est une grande rivalité aussi, ça, s'approprier le vert de Véronèse. On va faire comme lui, on va faire comme Titien là dans cette toile, etc. Donc la fabrication des couleurs est une haute distinction finalement dans l'atelier. Et puis elle a une certaine autonomie parce que elle a justement un rôle clé et donc elle inspire le respect, justifié. Alors au milieu de tout en opposition à ce monde de l'érudition, finalement, on a le monde de l'Église. Qui paraît singulièrement conservateur. Alors là aussi, c'est un petit peu paradoxal, puisque ce tableau, au départ, est destiné à un monastère, enfin un ordre, les frères mineurs. C'est une commande d'un ordre, comme il en existait tout le temps, en particulier pour célébrer un événement. Ça peut être un événement religieux, la fête de l'Assomption, la fête de Dieu, la fête, je ne sais pas, enfin, le rituel de toutes les fêtes qui se succèdent. Et donc, effectivement, là, c'est une commande d'origine monastique. Et le génie, si on peut dire, le génie de Tintoret, et le labeur de son atelier, puisque Tintoret esquisse, finalement, il conçoit, c'est le fameux disegno, là, il conçoit la toile, mais ensuite, c'est le fruit, le final est le fruit de tous ses collaborateurs. Ce tableau, finalement, va être refusé. Oui. Oui, c'est un destin qui échoit à beaucoup de commandes.
c'est pas parce qu'on participe à une commande ou à une compétition, ça peut être aussi une compétition organisée avec des projets différents, qu'elle va forcément jusqu'au bout. Et donc là, maître Jacopo, lui-même a des doutes dès le départ, mais il se dit, bon, faisons-le. Il est un peu poussé par ses élèves, et puis, de fil en aiguille, effectivement, la commande est refusée, mais je ne peux pas non plus raconter tout. Non, absolument pas. Mais je crois que là aussi, justement, les commanditaires qui finalement vont le refuser, vous en faites une peinture très, très drôle. Enfin, ces frères mineurs, finalement, sont des gens incultes, sales, assez repoussants. Voilà. Donc, c'est la tradition rabelaisienne. Voilà. C'est la tradition rabelaisienne. Rabelais nous a quand même fourni le paradigme du moine sale, ripailleur, assez peu observant de ses propres règles. Et assez peu amène également. Et est-ce qu'il n'y a pas également, alors je pense, là encore une fois, je ne veux pas dévoiler la suite des péripéties, est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi un regard sur le monde du marché de l'art contemporain et de l'art en général aussi, à travers les péripéties de ce tableau? Pourquoi pas, oui, je pense qu'effectivement on est... un petit peu. Oui, c'est possible, oui. Oui, je pense que le marché de l'art contemporain se caractérise lui aussi par une cruauté dans les méthodes, dans les rivalités, dans les pratiques commerciales, dans les pratiques promotionnelles, qui finalement est assez proche de ce qui pouvait se produire à cette époque-là. On ne peut pas parler d'évolution, on peut parler peut-être de stabilisation de ce marché de l'art qui est créé à peu près à ce moment-là. Enfin, on peut dire qu'il commence essentiellement avec les Flamands auparavant, mais avec Venise, avec la Venise du XVIe, il commence à devenir, à exister en tant que tel et à être très important. Oui, puisqu'on s'émancipe finalement des commandes purement religieuses. Hein. Il y a des... Oui, il y a des commandes politiques, il y a des commandes princières, il y a des commandes privées aussi, hein, des tableaux. Chacun veut avoir chacun qui a un petit peu d'argent, hein, la bourgeoisie émergente, ou bien même des prêtres avec un petit peu de biens veulent avoir des tableaux qu'on appelle de chevalet, ou même des petits formats sur cuivre. Enfin, ça devient très important pour la reconnaissance, pour le statut social, d'avoir des tableaux petits ou grands, comme dirait Pasolini, comme les oiseaux petits ou grands, et de les avoir et de les afficher à ses visiteurs. C'est un signe de reconnaissance sociale essentiel. Oui, les artistes à l'époque, évidemment, vivent, d'ailleurs comme actuellement, hein, finalement, de commandes, hein, du moins les artistes connus, vivent de commandes d'État, de commandes privées, mais surtout de commandes d'État, finalement. Donc, ce roman est... alors, je pense que l'étiquette roman historique qui peut être donnée à votre roman vous agace, je pense, à juste titre. Est-ce que vous pouvez dire pourquoi ? Je suis absolument, effectivement, opposé à cette idée que c'est un roman historique. C'est un roman qui prend place dans une période historique, au milieu du XVIe siècle, à Venise. Bon, donc il y a des données historiques, il y a des personnages réels qui sont mis en scène, mais il y a aussi beaucoup de personnages fictifs. Mais ce n'est qu'une inscription dans un paysage historique, et la fiction l'emporte de beaucoup sur l'histoire, et l'art fiction et même un petit peu la science-fiction. Ça, je vous laisse le découvrir, mais en tout cas, c'est une pure fiction littéraire, et ça n'est en aucun cas un livre d'histoire ou d'histoire de l'art. Alors, ce qui est intéressant également, à la fin du roman, vous avez en annexe un glossaire
puisque je crois le roman est pas mal émaillé de mots directement en italien ou en vénitien. Oui, c'est une petite concession, mais pas des notes en bas de page dans un roman, ça n'a pas de sens, mais un petit glossaire qui est la charge de l'éditeur de ce texte qui vient d'on ne sait où, paraît naturel, puisqu'effectivement le narrateur mêle les langues. Voilà. Oui, et justement, ça contribue à ce que j'évoquais au début, la musique de ce texte. Il y a un tempo, il y a une musique. Donc, c'est vraiment une écriture qui est, encore une fois, inscrite dans cette époque-là et totalement moderne, contemporaine, c'est-à-dire moderne en ce sens avec une audace d'écriture, une vivacité, et qui mêle effectivement cette consonance de l'italien ou du vénitien ou de termes vraiment qui appartiennent au vocabulaire de l'art de cette époque, et qui donne sa tonalité et son espèce ça sonne juste, ça sonne dans son temps, et en même temps ça nous amène bien plus loin. C'est en même temps quelque chose d'iconoclaste, dans la mesure où ça n'est pas ce à quoi on s'attend, et c'est vraiment une découverte jubilatoire. J'ai pris énormément de plaisir à lire ce roman. C'est un roman qui est libérateur pour tous ceux qui s'inscrivent justement qui s'intéressent à l'histoire, et c'est une autre manière de parler et de se glisser dans un temps parce qu'on a envie de raconter quelque chose, sans s'encombrer de tous ces impedimenta de trop de documentation. Alors, je ne sais pas, j'aimerais savoir ce que vous pensez de quelqu'un comme Jean Telet, par exemple, qui se permet beaucoup de licences par rapport à la langue, par rapport à l'histoire, qui écrit aussi à partir de l'histoire. J'ai pensé aussi à Sofia Coppola, donc la réalisatrice, lorsqu'elle met Marie-Antoinette sur des patins en plein bal 18e. Voilà, c'est un petit peu... j'ai pensé à ça. Alors j'aimerais avoir un petit peu votre sentiment. J'ai le sentiment qu'il y a une façon de dire l'histoire qui serait linéaire, qui serait de vouloir la restituer, et finalement c'est une prétention qui est inatteignable, la restituer. Et donc le fait de décaler en permanence et de mettre en perspective tel ou tel mouvement, le fait de faire appel à du vocabulaire contemporain ou à des clichés contemporains, ça permet parfois d'éclairer des situations historiques du passé mieux que ne le fait, je dirais, une description qui serait homogène. Voilà. Bon, moi, je n'ai pas eu l'ambition de l'homogénéité. Si vous recherchez un roman homogène, il n'est pas pour vous. La langue, elle est traversée de saillies et d'inventions, d'emprunts, de choses qui sont parfois très osées, mais c'est un choix. Effectivement, c'est le choix, comme vous parlez de Sofia Coppola, que je connais mieux que Jean Telet, ça restitue, je pense que l'exemple que vous avez donné de Marie-Antoinette, ça restitue finalement, ça en dit peut-être plus sur le personnage qu'une présentation normative de la Marie-Antoinette, un petit peu folle, un petit peu légère, pas du tout structurée, mais quelqu'un qui a aussi une recherche de liberté perdue, quelqu'un qui est aussi contre l'orthodoxie, qui est contre les rigueurs de son temps, qui est contre l'ordre qu'on lui impose, etc. Et c'est très bien traduit par Sofia Coppola, effectivement, dans son film. Je pense qu'effectivement, le décalage, parfois, en dit plus et aussi il peut être plus jubilatoire, hein, parce que l'écriture, ça doit être aussi ça, quelque part. C'est-à-dire que faut que la jubilation, elle vienne du narrateur et puis éventuellement de
si possible, de ses lecteurs. Donc là, une vision linéaire des choses n'entraîne pas la jubilation. On est dans autre chose, on est dans l'essai, on est dans l'essai historique. Voilà. Donc là où on se doit de respecter les critères de l'histoire et de l'université. Là, on peut échapper à l'université. Et d'ailleurs, donc vous le soulignez en conclusion, hein, juste 2 mots. Et ensuite, peut-être, on va passer peut-être à un échange avec... voilà, hein, je pense que voilà, si vous voulez poser des questions... alors, je cherche un petit peu... juste à la fin... le lecteur du présent ouvrage serait bien inspiré de ne le considérer que pour ce qu'il est, à savoir le récit invérifiable d'un mystérieux personnage dont l'identification reste sujette à caution et nullement un livre d'histoire de l'art. Voilà, hein, je crois que là, vous êtes fixés. Mais donc, je vous encourage à ouvrir ce livre, vous ne le lâcherez pas et vous en sortirez ébouriffé. Voilà. Merci Michel. Je ne peux que... Donc maintenant, le micro peut-être est à Oui, je le ferai circuler. Oui, je suis historienne de l'art et je suis très contente parce que depuis quelques années, on publie beaucoup de livres, pas forcément de romans comme celui de François de Bernard, mais par exemple, là, j'ai lu la correspondance entre Delacroix et George Sand. Et ça, c'est merveilleux parce que, si vous voulez, moi, quand j'ai fait mes études, ce qui vient très loin derrière moi, on parlait on parlait évidemment des peintres ou des architectes, etc. Mais leur personnalité intime, on n'en parlait jamais. Et c'était pas, enfin, on refusait de le faire. Tandis que vraiment, maintenant, moi, j'aime beaucoup le peintre Delacroix. Et là, j'ai eu l'impression que je le connaissais vraiment en lisant ça. Donc, je suis très contente que maintenant, on publie toutes sortes de livres, y compris des livres comme celui de François de Bernard, parce que je suis tout à fait d'accord. Je suis sûre. Oui. Oui, alors moi, c'est une petite question très simple. Ça se situe dans une partie précise de Venise ou ça couvre un petit peu... Alors, moi, j'ai compris que Venise était très, très petit, mais c'est un quartier précis où on se promène au gré des canaux dans la ville? Alors, on se promène dans la ville. L'atelier, je le précise, il est installé à Dorsoduro, quartier que j'affectionne particulièrement, mais où n'était pas l'atelier du Tintoret. Bon, c'est délibérément que je l'ai mis dans un endroit où il n'était pas, puisqu'il était plutôt à la Madonna dell'Orto, dans le nord de Cannareggio. Mais on se promène effectivement à Castello, on se promène à Cannareggio, on se promène à San Marco, on se promène un peu partout. Ça n'est pas... Venise est suffisamment petite pour qu'on profite quand même de ces différents espaces avec leur singularité. Merci. Je vais peut-être répondre juste sur l'intime, sur la question de l'intime, excusez-moi. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a paru très important, c'est-à-dire l'aspect, on va dire, charnel des personnages qui sont en lice dans le roman, c'est-à-dire par la grâce du narrateur, on essaie d'entendre la chair du personnage en mouvement, ses neurones en mouvement, son odeur, son apparence physique, etc. Bon, voilà. Et je pense qu'effectivement, ça c'est quelque chose que l'histoire de l'art ne se permet pas ou ne se permettait pas, et que la fiction permet. Je vous en prie, vos autres écrits que Michel a évoqués rapidement en introduction, n'ont pas l'air aussi jubilatoires que celui-ci. Donc, je suis étonné, après justement tout ce parcours, quand même avec une analyse de la vie contemporaine,
vous soyez tombé sur cette... Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à écrire ce Miroir de Venise? Alors, il y a deux niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est que j'ai quand même un surmoi ancien, enfin plutôt de romancier, ou l'envie de longue date, et j'ai publié anciennement 2 romans, dont un de science-fiction en 2003, Parthenia 2050. Mais j'ai mis ça un peu malgré moi, on va dire, malgré moi, malgré mon désir, de côté, au profit de mes enseignements, mes recherches, et puis les essais qui en découlaient. Voilà. Et donc, en fait, c'est plutôt un retour à une envie très ancienne qu'une rupture soudaine. Et c'est vraiment très délibéré. Et puis, ça croise, en fait, 2 choses, effectivement. D'abord, ma passion pour l'histoire de l'art, qui ne me fait pas de moi un historien de l'art, je le précise. Je n'en ai pas les compétences. Je suis un amateur dans ce domaine, mais un amateur qui a lu et parcouru beaucoup. C'est tout. Et puis l'envie de fiction. Voilà. Ce qui est devenu prépondérant, c'est l'envie de fiction. Voilà. Et aussi le sentiment que j'en avais assez dit sur le plan des essais, au travers des titres que je vous ai donnés, et que finalement j'avais bouclé une certaine boucle, et que bon, ça vaut pour inventaire, ceux que ça intéresse très bien, mais que j'avais terminé ce cycle-là au profit d'un autre qui s'ouvre avec ce roman. Merci pour votre réponse. Donc pas d'autres questions, pas d'autres. Donc si vous le voulez bien, écoutez, je vous invite à lire le roman, à faire votre idée, et puis peut-être François de Bernard pourra vous mettre un petit mot si vous le souhaitez. Voilà, hein, je pense. Oui. Voilà, en tous les cas, merci d'être venu, et j'espère que vous plongerez avec délectation dans ce livre. Merci à Michel Tesser et à Ombre Blanche de cet accueil. Merci beaucoup à vous d'être venus. Vous venez d'écouter François de Bernard, auteur de l'ouvrage Le Miroir de Venise, édition Héloïse d'Ormesson, à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre enregistrée le samedi 23 octobre 2021, réalisée et mise en onde par Radio Radio.